C'est CNN, ça? Ouais. Bon. Ouais. Bon, tout le monde est arrivé? Oui, Tous les présents sont là. Donc je vais peut-être faire un tout petit mot d'introduction avant de laisser parole à notre ami de l'ARAC, puis à Jean-Paul Gadi. Bon, donc je me présente Henri Vacher du Mouvement de la Paix de la Corrèze. Donc on a tenu à monter cette conférence aujourd'hui avec Jean-Paul, des amis de la Courtine. Non, de la Courtine, excuse-moi, c'est les amis de Louise, voilà. On a tenu à monter cette conférence en fait suite, je pense que vous vous en rappelez, en octobre on est venu ici pour une conférence que faisait Michel Agnew, le 12 octobre. Et on était venu avec des amis du Mouvement de la Paix, et on a trouvé tout d'abord qu'on avait été super bien accueillis, qu'il y avait du monde, que les gens étaient intéressants et intéressés. Et donc, comme en même temps on était en discussion avec Jean-Paul pour la Courtine 1917, puisqu'il y avait eu les 100 ans de la Courtine en septembre, on avait discuté en février-mars l'année dernière en se disant il faut qu'on fasse quelque chose en Corrèze. Et comme avec Michel Agnew, qui est responsable à l'ARAC et aussi au Mouvement de la Paix, on s'était vu le 11 novembre à Jansiou, je lui ai dit, ça serait bien si on pouvait faire quelque chose ensemble, le Mouvement de la Paix et ARAC, parce qu'on fonctionne bien ensemble, et le mieux, ça serait à Seillac, parce qu'on est sûr qu'il y ait du monde. Intéressant et intéressé. Voilà. Donc c'était pour nous, Mouvement de la Paix, c'est aussi une façon de ne pas faire des choses cabriles, montrer qu'on est bien sur tout le département. Donc voilà, donc c'est pour ça aussi que ce soir on finira cette journée à Tulle. Et donc au nom du Mouvement de la Paix, en fait, je tenais à remercier particulièrement Madame Bonnet de la médiathèque et de la mairie de Seillac pour l'accueil qui nous a été réservé. On savait aussi qu'ici on serait bien accueillis. Et donc je tiens aussi à excuser Michel Agnew qui a particulièrement travaillé pour que cette journée soit réussie et que vous soyez tous là. Et je tenais, dans mes remerciements, il y a aussi Madame Fauriac que je tiens à remercier, qui est là avec son livre, qui est venu se greffer sur cette initiative. Et c'est pas une greffe inopinée, c'est quelque chose, quand j'ai su qu'elle venait, j'étais particulièrement content, parce que ça donne aussi du corps à l'après-midi qu'on vous offre. C'était la présence d'une romancière, c'est un plus, quoi. Donc on verra en fin de conférence, il y aura tout un moment plus libre où chacun pourra aller voir les stands qu'on aura pour échanger, pour discuter. Enfin, on ne va pas se quitter comme ça, quoi. Voilà. Et donc je vais laisser la parole à mon ami de l'ARAC pour qu'il... Oui, alors je suis André Coréard, j'habite Saint-Jalles et je suis ami de l'ARAC du comité de Saint-Jalles. Et Michel Agnew, bon ça vient d'être dit, est monté sur béquille actuellement, il n'a pas pu se déplacer. Donc Michel Agnew, au niveau de l'ARAC, il est responsable de la mémoire au niveau du département. Je pense que vous le connaissez tous. Je ne suis pas forcément le plus qualifié pour parler au nom de l'ARAC, parce que je vois qu'il y a des vrais anciens de l'ARAC, moi je suis qu'un ami. Mais je tiens aussi à dire deux mots sur Madame José Capouen. Je pense que tout le monde la connaît, qui est une femme formidable, qui malgré les problèmes de santé qu'elle a et qu'a son mari, est une dame qui se dévoue à plein de causes et qui fait vivre l'ARAC 19, qui effectivement est en train de perdre beaucoup de ses membres. Voilà. Donc modestement, je vous dis ces quelques mots, mais enfin à la limite, j'aurais pu rester dans la salle comme vous tous, mais on m'a demandé de m'installer à côté des grands chefs, chose qui est faite. Merci. Bon, alors je crois que c'est à moi maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Bon, je suis très content, moi, d'être à Seillac aujourd'hui.
Nous étions à Brive il n'y a pas longtemps, je crois que c'est il y a un peu moins d'un mois, pour une conférence de ce type qui était organisée par l'Utatel, l'université tous âges de Brive et de la Corrèze, je crois. Et puis je connais aussi certains d'entre vous pour d'autres activités la plus culturelles, puisqu'il nous est arrivé lors de soirées pacifistes de chanter avec Louis et le mouvement de la paix à Brive également. Donc voilà. Donc nous allons parler aujourd'hui d'un sujet, la mutinerie de la Courtine et du corps expéditionnaire russe 1915-1920, qui est un fait, il faut bien le dire, encore assez méconnu dans l'histoire de la Grande Guerre. Et je crois qu'on est venu me voir tout à l'heure en disant qu'une personne m'a dit « j'ai découvert ça il y a une semaine ». Il y en a qui ne l'ont pas encore découvert et qui vont le découvrir aujourd'hui, et je pense que c'est une très bonne chose que nous puissions remplir les objectifs que s'est fixé notre association il y a de cela 4 ans maintenant, quand elle s'est constituée à la Courtine, celle de promouvoir finalement les valeurs, le combat qu'ont mené ces soldats russes quand ils ont été ici en France, non pas tant le combat qu'ils ont mené dans les tranchées, mais celui qu'ils ont mené après quand ils ont commencé à refuser de combattre, à se révolter, à se mutiner en exigeant de rentrer dans leur pays. C'est ça que nous voulons valoriser tout particulièrement, et nous le faisons avec tous les publics, et en particulier aussi aujourd'hui avec un public jeune, scolaire, puisque quand nous avons organisé les journées du centenaire, les 14, 15, 16 et 17 septembre dernier à la Courtine, il y a eu toute une journée qui a été réservée aux scolaires, aux classes de primaire, des écoles, près de la Courtine, de Flaya, Sornac, j'en passe et des meilleurs. Voilà. Et donc, nous voulons vraiment transmettre ces faits, ce fait d'histoire, et donc les conférences que nous organisons, mais y compris les projections, puisque nous y reviendrons peut-être tout à l'heure. Il y a 2 films qui ont été tournés pour l'instant, 2 documentaires, produits par France 3 Limousin. Le premier s'appelle 20 000 moujiks sans importance, il a été tourné en 1999. C'est un film témoignage qui, sur un plan historique, est très très bon. Et le deuxième film qui a été tourné, c'est en 2015, par Pierre Boitchel, qui est un réalisateur limougeaud, et qui s'appelle Les butins de la Courtine. Il y a donc une œuvre cinématographique sur cette mutinerie qui, d'ores et déjà, existe, et il y a plein d'autres choses dont je vous parlerai plus précisément tout à l'heure à la fin de la communication. Oui, je vous disais donc en introduction que c'était un fait peu connu, c'est vrai. Et en plus, on pourrait dire c'est un fait dans l'histoire de la Grande Guerre qui est un peu microscopique, en cela qu'il a concerné finalement 10 000 soldats. Mais c'est un fait extrêmement important pour au moins 2 raisons. C'est d'une part la mutinerie qui a rassemblé le plus de soldats parmi toutes les mutineries qui ont pu exister, notamment celle de l'année 17 en France, puisque 10 000 soldats mutinés, il n'y en a pas eu d'autres de cette importance. Et deuxièmement, fait qui n'est pas moindre non plus, ces soldats russes se sont organisés, ce qui n'était pas non plus courant à ce moment-là dans l'armée, pas plus d'ailleurs aujourd'hui, mais à ce moment-là ça ne l'était pas, il y a un siècle. Et ils se sont organisés sous des formes extrêmement originales, si je puis dire, puisqu'ils ont constitué en France un soviet et des comités avec des représentants des comités, des délégués de régiments et de compagnies. Et ça, ça n'a pas existé depuis dans l'armée russe d'une part, mais non plus dans l'armée française. Et donc, au moins pour ces 2 éléments-là, l'importance des mutins sur un plan numérique et la forme d'organisation qu'ils s'étaient donnée, ça mérite quand même qu'on en parle un peu plus. Mais pour peut-être commencer, on va, comme on dit dans le langage un peu des intellos, là, on va recontextualiser la situation avant de parler directement de la mutinerie. Je prendrai peut-être l'année 1915, c'est-à-dire 1 an après
le déclenchement de la guerre. On est dans une situation où sur le front occidental, les armées sont dans une guerre de position, dans les tranchées, sur un front qui fait plus de 200 km. Et en particulier, les premiers affrontements et les pertes de l'armée française ont été extrêmement douloureuses au mois d'août 1914 et au mois de septembre 1914. Je crois que c'est sur toute l'année août 14, août 1915, c'est 305 000 soldats français qui sont morts au combat, mais dans le premier mois, c'est la moitié, 150 000. Donc il y a une situation où, un an après le début de la guerre, l'état-major et le gouvernement français sont amenés d'une part à faire appel à l'armée coloniale, donc les troupes d'Afrique, pas simplement d'Afrique noire, les troupes d'Afrique du Nord, plus Indochine, enfin les pays dans le territoire de la France. Et on est dans une situation où on a face à l'Empire austro-allemand la triple alliance, c'est-à-dire les Anglais, les Français et la Russie. La Russie est donc à ce moment-là alliée de la France. Contrairement à l'Angleterre et à la France, la Russie sur un plan militaire n'a pas préparé les choses comme l'ont pu le faire la France et l'Angleterre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu des dépenses d'armement, de fabrication d'armes de façon extrêmement importante, et donc il y a un manque flagrant d'armement sur le front Est de l'armée russe. L'armée russe, c'est à ce moment-là, en 1915, 4 millions de soldats qui ont été mobilisés sur un potentiel de 17 millions. Il y avait la possibilité de mettre sur le front 17 millions d'hommes, c'est-à-dire de 18 à 35 ans. Il y en a 4 millions qui étaient déjà... mais 4 millions qui n'étaient pas dans une situation de pouvoir tous combattre. Bien souvent, dans les régiments, il y a des soldats qui attendaient que le copain à côté soit fait buter pour prendre le fusil, parce qu'ils n'étaient pas équipés. Donc il y avait de ce point de vue-là, pour le tsar et pour tous ceux qui gouvernaient en Russie à ce moment-là, un problème qui était un problème majeur. Oui, sur un plan humain, des capacités énormes, en millions d'hommes, mais sur un plan de l'armement, une déficience notoire. Et donc, la France, elle, avait le problème un peu inverse. On manquait, et on commençait à manquer, disons, de chair fraîche et de soldats pour combattre. Et par contre, les usines d'armement avaient fonctionné à plein et on était capable de fournir à ceux qui en manquaient, donc des cartouches, des fusils, des canons, voilà. Et donc il y a eu l'idée de l'Angleterre et de la France de faire appel à ce réservoir humain énorme qui existait en Russie et qui était inutilisé. Et donc il y a eu des premiers pourparlers, on va y venir tout à l'heure quand je vais passer sur les premières diapos, mais je voudrais vous lire tout d'abord une note confidentielle de l'armée française avant que se mènent ces négociations sur l'objectif qui était fixé justement avec ces forces humaines disponibles en Russie et qu'on pouvait donc demander. Dans cette note confidentielle de l'armée française, il était dit: une fois le mouvement bien réglé, on peut donc admettre la possibilité d'amener en Occident environ 4000 Russes par jour, soit 120 000 environ par mois, soit en 10 mois 1 200 000 hommes, ce qui n'affaiblirait pas sensiblement la résistance militaire de la Russie, car elle ne pourra jamais utiliser chez elle toutes les réserves. Bon, c'est une note de l'armée, c'est un mémoire confidentiel du 5 décembre 1915. Il va y avoir une première visite de Poincaré à Moscou, donc en 1914, qui est par un vizir au tsar. Bon, ce sont déjà des premières approches, des premiers pourparlers sur cette question d'échange entre armes, munitions et les hommes de l'autre côté. Et puis les choses vont se concrétiser beaucoup plus sérieusement. Paul Doumer, qui était sénateur de la commission armée au Sénat, va être chargé donc en décembre 1915 d'essayer de finaliser avec les autorités russes cet accord, ce marchandage des hommes contre les armes. Et ça va être fait, ça ne va pas être signé au mois de décembre 1915, mais en tout état de cause, il y aura un accord de principe sur le fait d'envoyer sur le front occidental, c'est-à-dire en France, et dans les Balkans, des troupes russes et des brigades russes.
À ce moment-là, les Russes laissaient entendre qu'ils fourniraient des hommes à profusion. Ils ne s'étaient pas avancés sur les 1 200 000, mais ils disaient nous sommes capables effectivement de répondre aux besoins qui sont demandés. Et vous verrez que ça n'a pas été le cas, puisque en tout et pour tout, et je peux le dire dès maintenant, il n'y a eu que 4 brigades de 10 000 hommes qui ont été envoyées, 2 brigades qui sont restées en France et 2 brigades qui ont été à Salony. Donc au total 40 000 hommes. On est très 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 loin des 1 200 000 qui étaient envisagés dans la note que je vous ai lue tout à l'heure. Donc après la visite de Doumer, après l'accord de principe de fournir des hommes, l'armée russe et l'état-major se mettent à disposition pour recruter ce qui devait être une armée de prestige, une armée d'élite, celle qui allait arriver en France. Et donc on a utilisé des moyens de sélection sur tous les plans. Sur un plan physique, il devait répondre à des critères de taille, les yeux, les cheveux, la couleur des cheveux. Et puis aussi, il devait répondre à des critères d'avoir une instruction minimum. Et donc la plupart de ceux qui sont partis avaient non seulement des connaissances, disons, pour certains du français, d'autres parlaient assez bien français, et ils avaient été recrutés dans des milieux différents. Les différentes brigades ont été recrutées un peu, pour beaucoup à Moscou, à Samara et dans d'autres territoires, disons, de la Russie. Mais il y avait, et on le verra tout à l'heure, c'est important, la première brigade de 10 000 hommes, celle qui va se mutiner à la Courtine un peu plus tard, un an plus tard, était sociologiquement, elle, composée d'éléments, ce qu'on a appelé des éléments ouvriers prolétariens, c'est-à-dire des gens qui avaient vécu, qui travaillaient dans les usines, qui avaient vécu les grandes grèves de 1913-1914, qui ont été extrêmement importantes en Russie à ce moment-là, et qui pour certains, parce qu'on a recruté des gens jusqu'à, j'en parlais tout à l'heure, mais là jusqu'à 38 ans, avaient connu la première révolution russe de 1905. Et donc, même s'ils avaient été adolescents, ils savaient qu'en 1905, il y avait une situation où, bon, le tsar avait fait tirer sur les ouvriers qui étaient venus un dimanche apporter par centaines de milliers des pétitions au tsar et tout, et qu'il avait fait, avec ses cosaques, tirer dans la foule, et il y avait eu des centaines et des centaines de morts. Ils avaient vécu ça. Et puis il y avait eu aussi en 1905 la naissance des soviets. C'est à cette époque-là, et dans cette première révolution, que sont nés les soviets. Donc, le recrutement de ces soldats, vous avez une certaine conscience de classe, une certaine expérience, une certaine histoire qu'ont déjà des soldats quand ils vont partir. Et ils vont partir, donc, après cette sélection, par un voyage qui va les amener, et vous allez voir, c'est assez impressionnant. Ils partent de Moscou, ils traversent en train jusqu'à Dairen, qui est en Mandchourie. Ils mettent 3 semaines dans les Petlouchkas, ça s'appelait comme ça, c'est des wagons, quasiment des wagons à bestiaux, 30 à 40 par wagon, avec des chevaux et avec un poêle au milieu, il fait moins 30, moins 40 dans cette traversée. On ne peut pas ouvrir parce que c'est impossible d'ouvrir quoi que ce soit sur l'extérieur, et donc certains vont arriver à Dali complètement intoxiqués par l'oxyde de carbone et tout. Je peux vous dire que les officiers n'ont pas voyagé dans les conditions dans lesquelles ces soldats ont voyagé. Donc la première brigade, elle part de Moscou et elle arrive à Dalny le 3 février, et ils vont embarquer ces 10 000 hommes sur 7 bâtiments. Je les ai plus en mémoire de nom, le nom qu'on a, mais il y en a qui sont très célèbres, c'est le Latouche-Tréville, l'Himalaya, le Santé, le Tambov, bon, j'en ai oublié quelques-uns. Environ 1500 à 2000 hommes sur chaque bâtiment, donc entassés, là également, au mépris de toute sécurité, bien évidemment, et ils vont faire ce périple, voilà, qui va les amener à Saïgon, Singapour, Colombo, Djibouti, la mer Rouge, la mer Méditerranée, pour arriver finalement à Marseille. Donc, Moscou, Marseille, près de 3 mois de voyage. Dans le bateau, d'Alny à Marseille, les conditions sont pires, si je puis dire, qu'elles ne l'étaient dans les trains et dans les wagons, puisque là, il fera, par bien des moments, plus 40 degrés, dans des conditions impossibles et tout. Et il va y avoir déjà les premières échauffourées entre l'état-major et la troupe, puisque à chaque escale, l'état-major, les officiers vont pouvoir sortir, eux, dégourdir les jambes et puis fréquenter des établissements peu recommandables.
les soldats seront la plupart du temps parqués, restés sur le bateau. Et donc, voilà. Et donc, il va y avoir une tension qui va commencer à se créer, et puis pour différentes raisons. Je vais vous lire déjà un premier truc de ce que dit un gars qui s'appelle Georges Zamotine, qui est resté, lui, après 1917 en France, et qui s'est retrouvé à Lyon. Et Georges Zamotine, lui, il explique... il y a plein d'anecdotes pendant ce voyage qui sont arrivées, mais il explique qu'à Singapour, sur le fameux Latouche-Tréville, sur le bateau, les soldats avaient refusé de prendre leur repas. Et puis, il explique que le commandement a dit que si les hommes, ils avaient fait sortir un homme sur 10 des rangs, ils les avaient mis sur le pont et tout, 1 sur 10, ils les avaient fait sortir du rang. Et donc il dit que si les hommes qu'on avait fait sortir du rang continuent de refuser de manger, ils seront pendus. Et lui, Georges Zamotine, faisait partie de ces hommes, et il explique qu'ils ne résisteront pas à la menace, d'autant plus qu'un officier, cravache à la main, amène à la cuisine un homme de forte compulence et lui ordonne de manger 10 rations. Bon, je passe sur la suite de ce témoignage, mais ils ne voulaient pas manger. Pourquoi? Parce qu'ils avaient trouvé les cuisiniers vietnamiens en train de se laver dans les bassines qui servaient, dans les grandes bassines qui servaient à faire la soupe. Et donc les hommes, ils avaient refusé de manger, mais on les a obligés et contraints de manger quand même la soupe avec les menaces que vous avez pu entendre. Alors il y a eu plein de choses comme ça qui se sont passées, qui fait que quand ces hommes arrivent à Marseille le 20 avril 1916 et qu'ils débarquent, voilà. Vous avez les officiers là, bien mis, enfin une partie des officiers, puisque une brigade, c'était 7000 et quelques hommes du rang, 230 officiers, je crois, et puis les hommes de dépôt, bon, c'était à quelques dizaines près de 10 000 hommes. Voilà, donc là, on est à Marseille, et ils vont débarquer à Marseille. Alors, Marseille est en liesse, il y a une formidable propagande, les troupes russes qui vont aider la France à bouter les Allemands hors de France, on va gagner, voilà. Somme toute, c'était que 10 000 hommes, mais on avait fait une énorme propagande sur l'arrivée de ces troupes russes, tant et si bien qu'il y a eu un défilé, il y a eu des centaines de milliers de personnes qui étaient massées dans les rues pour voir défiler les Russes, voilà. Ils ont reçu leur armement, et c'est les soldats de l'armée française, de l'armée coloniale, qui leur distribuaient leur fusil, le Lebel, et puis ils ont été encasernés au camp Mirabeau, qui est juste à côté de Marseille. Voilà. Ils sont restés 2 jours à Marseille. Là c'est pareil, je vais vous lire un petit témoignage de l'accueil qui leur a été fait. Ce témoignage, il vient de Rodion Malinowski. Ça dit peut-être quelque chose à certains d'entre vous, mais Rodion Malinowski, il a eu une destinée après dans l'Union soviétique, puisqu'il a été ministre de la Défense sous Khrouchtchev. À ce moment-là, il était 2e classe, il était artilleur, et il a écrit lui aussi ses mémoires. Et voilà ce qu'il dit de l'accueil qui a été fait par les Marseillais et les Marseillaises à ces soldats russes. Les orchestres français et russes jouaient des marches à tour de rôle. Le public criait des saluts enthousiastes aux soldats russes et les couvrait littéralement de fleurs. Des dames, bon chic, bon genre, accompagnaient de leurs yeux brillants les soldats russes, jeunes et beaux dans leurs marches bien réglées. Auparavant, elles se les représentaient avec de grandes barbes et moustaches, comme elles les avaient vues sur des gravures ou dans leurs manuels scolaires. Et là, quelle agréable surprise! Jeunes, bien bâtis, les yeux rouges, beaux, oh, ils sont sympathiques, auréolés de gloire, et ils marchent, quel pas ample, vigoureux, poitrine en avant. Certains portent des moustaches bien taillées, frisées vers le haut, les soldats ont déjà décoré de fleurs leurs fusils, et messieurs les officiers ont des bouquets de fleurs dans les mains. Les Marseillais ont fait un accueil chaleureux aux soldats russes, exprimé leur enthousiasme, les saluts, leur envoient des baisers. On entend de ci de là, oh qu'ils sont beaux ces soldats russes. Courte pause, repos, on peut fumer, les adjudants-chefs transmettent les ordres des officiers qui sont littéralement noyés dans la foule bigarrée des femmes marseillaises. Elles sont nombreuses, les hommes beaucoup moins, ils sont au front. En 1 minute, la foule s'était mêlée aux soldats russes, offrait des cigarettes, du chocolat, des gâteaux. On apporta des seaux et des cruches de vin et de cidre, les soldats étanchent leur soif. Et un peu plus loin même, des Françaises enlacent de leurs tendres bras les solides coups des soldats, les baisers claquent, les soldats sont un peu perdus, mais ils répondent aux baisers. C'est ainsi qu'accompagné par la population en délire, le régiment arriva au camp qui se trouvait près de Marseille, le camp Mirabeau, entouré d'un mur de pierre,
et de massives portes en fer. Donc voilà pour le témoignage de... Il y en a beaucoup d'autres, hein. Il y en a dans ce bouquin-là, je vous en parlerai tout à l'heure. Ça, c'est un journal de guerre de celui qui s'appelait Stéphane Ivanovitch Gavrilenko. Donc, depuis son départ, lui, de Moscou, jour après jour, il a tenu son journal de guerre et il donne sur Marseille, l'arrivée à Marseille, bon, des appréciations qui sont totalement convergentes avec celles de Rodion Malinowski, la liesse populaire, l'accueil de ces soldats qui vont être amenés à défiler dans les rues et à rester donc 2 jours à Marseille. 2 jours après, embarquement de ces troupes, pas embarquement, mais ils vont prendre le train pour arriver à Mali, qui est un grand camp militaire de formation donc, des troupes françaises, et donc où ils vont, eux, apprendre ce que l'état-major français dit la guerre moderne, parce qu'ils considéraient que les Russes ne savaient pas se battre et tout, donc ils vont recevoir une instruction au camp de Mali. Cela va durer 2 mois à peu près. C'est où le camp de Mali? C'est près de Reims. Châlons-en-Champagne. Ouais, c'est près de... Voilà. Et puis arrive le 14 juillet, on va prélever dans la première brigade qui est déjà donc installée à Mali, qui subit les cours d'instruction militaire, on va prélever des centaines d'hommes qui vont venir pour le défilé du 14 juillet, la fête nationale à Paris. Ils vont rester 3 jours, je crois. Je vous montre ça parce que c'est intéressant. Et c'est à partir de septembre que ces troupes-là, qui ont été formées, entraînées, vont se retrouver sur le front français, dans les tranchées, à côté des régiments français. Donc les premières pertes de ces troupes qui sont engagées, j'étais peut-être un tout petit peu vite, les premières pertes de ces troupes qui ont été engagées. Je vais vous parler maintenant d'un point de vue chronologique, je reviens un tout petit peu en arrière. Là vous avez la première brigade qui est donc en France, sur le front maintenant et dans les tranchées, mais au mois d'août ont été envoyées 3 autres brigades. Elles, ces 3 autres brigades, elles n'ont pas fait le périple que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais revenir rapidement sur la carte pour vous montrer ce qu'ils ont fait. Ils sont passés par le nord, effectivement. Ils sont passés par le nord, ils sont passés d'Arkhangels et ils ont longé donc les côtes de Finlande, et ils ont pris la mer du Nord et ils sont arrivés à Brest et à la Palisse. Donc vous avez 30 000 hommes qui, au mois d'août, après là que 3 semaines de voyage, sont arrivés et ont débarqué à Brest et à la Palisse, et après, de Brest, ils ont rejoint en train Marseille. Normalement, les 3 brigades étaient destinées à aller à Salonique. Et on va garder une brigade, la 3e, qui elle va rester en France, parce qu'il y a eu des échauffourées à Marseille, entre un lieutenant-colonel qui s'appelait Krauss et les hommes de la 3e brigade. Il aura refusé de sortir le soir à Marseille. Et bon, ça s'est mal terminé parce qu'il y est passé, le lieutenant-colonel. Et donc, il y a eu toute une opération qui a été, comment dirais-je, organisée à partir de là. On a trouvé sur ces soldats russes des journaux de l'opposition russe, internationaliste et pacifiste qui étaient à Paris à ce moment-là, qui luttaient pour la paix. Et on en a profité pour virer Trotsky de France, qui était en France à ce moment-là, considérant que c'était une opération des opposés au tsar et à la Triple Alliance qui avait mené cette opération contre le lieutenant-colonel Krauss. Bon, je vous passe, mais on va fusiller quand même tout de suite là 7 soldats russes qui vont être jugés donc directement responsables de la mort de leur lieutenant-colonel. Et donc cette brigade qui devait partir à Salonique, on va la garder là. Et ils vont l'envoyer à Mali, et c'est cette brigade qui, à partir d'octobre, va remplacer la première sur le front. Ceux qui sont sur le front vont revenir au repos, et la 3e brigade, après une formation assez rapide, va rejoindre le secteur d'Auberive dans la Marne. J'avance un petit peu, et maintenant j'en viens à l'image tout à l'heure que j'avais foutu un petit peu trop tôt. Voilà. Bon, vous voyez... Voilà. Là on arrive, on est en Russie et c'est le début de la 2e révolution russe, c'est février 1917, c'est les femmes, disons les ouvrières de Petrograd qui manifestent pour le pain, pour la paix aussi, mais pour le pain parce qu'on est dans une situation à ce moment-là, en février en Russie, de quasi-famine, hein. Il y a un rationnement et elles sont amenées, parce qu'il y a une division des tâches peut-être, mais elles sont amenées à faire la queue depuis 4 h du matin pour essayer de trouver un peu de pain pour manger et tout. Et donc il y a cette manifestation
qui a lieu le 22 février, donc le 8 mars dans notre calendrier à nous. Le 22 février, elles sont seules. Elles sont par milliers et par milliers en train de défiler dans les rues de Petrograd. Et le lendemain, elles sont rejointes par les ouvriers des usines. Petrograd, à ce moment-là, c'est 250 000 ouvriers dans les différentes industries, métallurgiques, sidérurgiques, principalement. Donc c'est énorme, c'est une concentration ouvrière énorme. Et les ouvriers qui vont rejoindre les ouvrières vont faire que ce mouvement va enfler, va être jour après jour de plus en plus important. C'est ce qui va amener au fait que le tsar abdique, et c'est ce qui va amener assez rapidement, une semaine après ce premier mouvement, à ce que se reconstitue à Petrograd le Soviet. Le Soviet qui avait vu le jour en 1905, 12 ans auparavant, lors de la première révolution. Je vais assez vite, mais un des premiers actes de ce Soviet, il y avait une garnison extrêmement importante de soldats russes à Petrograd, et donc les délégués à ce Soviet étaient en majorité des soldats. Et donc il va y avoir un des premiers actes qui va être le prikaz numéro 1, le décret, on pourrait appeler ça un décret numéro 1, qui va être essentiellement consacré à donner les droits du soldat qui sont sous l'uniforme, des soldats russes qui sont sous l'uniforme et au front. Et là, ça va être une véritable révolution. Ce qui a marqué dans ce décret, c'est que les soldats ne seront plus amenés et obligés, disons, de saluer leurs officiers avec des formules de déférence, son Altesse et ceci et cela. Ils diront Monsieur le Général, Monsieur le Lieutenant. Ils auront le droit, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important, d'élire des délégués de régiment et de compagnie pour que ceux-ci soient porteurs de leurs doléances, de leurs revendications, de leurs exigences auprès de l'état-major, et que leurs délégués pourront siéger au Soviet. C'est-à-dire ils sont sur le front en France, dans les tranchées, ils ont des délégués qui ont la possibilité de pouvoir participer aux réunions du Soviet de Petrograd. C'est inimaginable, je veux dire, ce truc-là. Et ça va être le cas. Hein. Au mois d'avril, vous allez avoir des soldats russes qui sont en France, qui vont partir à Petrograd pour la réunion du Soviet. Voilà, bien. Et donc, ce prikaz, ce décret va être extrêmement important pour comprendre pourquoi il s'est passé ça dans les brigades russes en France. Cela a été rapidement connu des soldats russes sur le front. Parce que l'information circulait par différents moyens. D'une part, vous avez les journaux français qui avaient expliqué que le tsar avait abdiqué, que là-bas il y avait des millions de gens qui étaient dans une situation où ils voulaient le partage des terres, ils voulaient la fin de la guerre, ils voulaient du pain. Bon, les grandes revendications qui ont été celles de la Révolution qui a culminé après en octobre. Donc il y avait les journaux qui parlaient de tout ça. Et puis il y avait ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'immigration russe, qui était assez nombreuse, en particulier à Paris. Et vous aviez des lieux de regroupement qui étaient extrêmement importants. Les soldats russes qui étaient blessés sur le front, on les envoyait principalement dans les hôpitaux de la région parisienne, à Vanves et à Malakoff, qui étaient les deux principaux. Vous avez donc des centaines déjà de soldats qui se refaisaient une santé ou qui étaient blessés et tout, qui étaient dans ces hôpitaux. Et donc l'immigration russe allait faire de la propagande, diffuser les tracts et des journaux et tenir des réunions dans les hôpitaux à Vanves et à Malakoff. Et le premier soviet qui s'est tenu, c'est celui de Malakoff. Et je vais vous lire quelque chose qui est qu'on a trouvé il n'y a pas longtemps. Ce sont des mémoires d'un gars qui s'appelait Pierre Kidiaïev. Pierre Kidiaïev était un soldat russe de la première brigade. Il a été un des dirigeants du Soviet après de la mutinerie de la Courtille. Et on a retrouvé donc dans des mémoires qu'il a publiées en Union soviétique, on a trouvé des choses. Je vais vous lire un tout petit extrait. Pierre Kidiaïev explique dans ses mémoires. Tout à coup, la division a pris le village de Courcy. Il y a eu plus de 700 tués et 3000 blessés. Avec 5 autres blessés, je suis parti à Paris dans un véhicule de la Croix-Rouge par des routes défoncées. J'avais la jambe gauche blessée par des éclats d'obus et de graves contusions sur le côté gauche de la tête. Paris. Hôpital Michelet, chambre 18 pour les grands blessés. Les camarades m'informèrent qu'il y avait plus de 600 blessés russes dans cet hôpital, dont Alyoshin Savine, que chaque jour dans le jardin arrivaient les immigrés russes et qu'ils organisaient des réunions et des meetings. On avait organisé à l'hôpital un comité de soldats. Le président du comité était un certain adjudant-chef mitrailleur. On nous interdisait d'enlever les drapeaux tricolores des murs de l'hôpital et dans certaines chambres, les portraits du tsar Nicolas II étaient encore accrochés.
Les soldats blessés écoutaient les discours des nombreux immigrés, les professeurs Prokofsky, Losowski, Viachniak et Antonov Ovsenko, nom bien connu. En lutte, camarades, à bas le gouvernement provisoire bourgeois, à bas la guerre, voilà les mots d'ordre lancés par Alyoshin, Savine, Baltaïs et moi pendant les réunions des soldats blessés de l'hôpital Michelet. Le 19 mai 1917, les soldats enlevèrent les drapeaux et les portraits du tsar, non sans incident. L'administration française de l'hôpital Michelet avait pitié du tsar Nicolas, qui sacrifiait si généreusement des milliers de virus pour sauver le capital français. Il me manque les mots pour exprimer la haine qui a envahi les blessés quand ils ont appris dans un discours du camarade Baltaïs que le gouvernement français, en remerciant pour la libération de Courcy, laissait croupir les combattants survivants dans des caves humides, des greniers ou des granges. Ce repos en récompense de 9 mois de présence dans les positions avancées. Nous apprenions que parmi les rescapés des divisions, des comités de soldats s'étaient formés. Entre la division et les blessés s'était établie une liaison vivante et soudée. Nous avons choisi la ligne révolutionnaire dure. Lors de la réunion du présidium du comité de l'hôpital, nous avons élaboré la suite du travail révolutionnaire. Il a été décidé de renforcer l'envoi des lettres et des journaux dans la division, ensemble avec les convalescents.